Merci Dimitrios et bienvenue à ce webinaire qui porte sur les armatures résistantes à la corrosion, opportunités, risques et cas d'application, qui a été préparé par l'ETH de Zurich au nom de l'Office fédéral des routes. Et du coup, je vais commencer directement. Yes. Alors, quels sont les objectifs de ce webinaire? Alors, c'est de parfaire déjà les connaissances à propos des matériaux possibles pour avoir des renforcements résistants à la corrosion. Et parmi ces matériaux, bien sûr, le plus évident et le plus traditionnel, c'est l'acier inoxydable, que l'on va voir en assez grand détail grâce à notamment une fiche technique du SIA qui est déjà disponible. Et enfin, on verra des matériaux qui sont non métalliques, avec les renforcements fibreux, qui peuvent être des renforcements en fibre de verre, des renforcements en fibre de carbone, ou bien des renforcements en fibre de basalte. Alors tout d'abord, c'est la question, pourquoi est-ce qu'il faudrait un renforcement résistant à la corrosion? Ceci a déjà été vu dans les 2 webinaires précédents, mais je vais rapidement revenir dessus pour tous ceux qui n'ont peut-être pas encore eu l'occasion de voir ces 2 webinaires. Et dans le cas du béton armé, plusieurs études ont étudié les causes principales de dégradation qui ont entraîné à des maintenances ou à des destructions d'ouvrages existants. On peut voir sur la gauche ici le cas d'une étude britannique qui a été menée dans les années 90, où pour différents types de bâtiments, que ce soit des bâtiments de type immeuble, des bâtiments de type tunnel, des bâtiments comme des ponts ou alors des bâtiments présents sur les côtes, il a été constaté que la cause principale de dégradation pour tous ces types de bâtiments, c'était la corrosion des armatures dans le béton armé. Ce genre de conclusion a été fait également dans d'autres études et plus récemment pour notamment le réseau autoroutier allemand, où il a été constaté que notamment la corrosion induite par les chlorures était vraiment le cas le plus clair de dégradation des ponts sur ce réseau. Et maintenant, vous pouvez voir le diagramme de Tutti, qu'on a également présenté dans un webinaire précédent, et qui, s'il est un modèle, est très utilisé et tout à fait accepté pour modéliser la durée de vie d'un ouvrage en béton armé. Avec ici, vous pouvez voir le cas d'une utilisation d'un acier non allié. Dans le premier temps, où le degré de corrosion est plat, ceci correspond à la phase d'initiation, pendant laquelle les espèces agressives vont pénétrer à travers le béton jusqu'à atteindre l'acier. Et au moment où il y a une inflexion de cette courbe, déclencher l'initiation de cette corrosion. Et cette phase qui suit s'appelle ensuite la phase de propagation. Et la durée de vie d'un élément en béton armé va être finie au moment où le degré de corrosion entraîne des dommages qui ne sont plus acceptables et qui ne sont plus possibles pour la structure. Enfin, si l'on place un acier inoxydable, par exemple, dans ce diagramme de Tutti, on va avoir une courbe différente. En effet, l'acier inoxydable a une résistance plus haute à la corrosion, et ainsi la phase d'initiation de cet acier sera bien plus longue que pour un acier non allié. Et ensuite, une fois que la phase de propagation est enclenchée, ici, ça a été fait juste schématiquement, et donc les 2 droites de propagation sont parallèles. Mais ici aussi, il peut être discuté de savoir si l'acier inoxydable est aussi peut-être un peu meilleur et entraîne un degré de corrosion moindre ou une augmentation du degré de corrosion moindre lors de la phase de propagation. Dans tous les cas, ici, c'est schématisé et de façon prudente avec des droites parallèles pour la phase de propagation. Enfin, on verra plus tard, comme déjà présenté au tout début dans les objectifs du webinaire, d'autres matériaux qui ne sont pas métalliques. Et dans ce cas-là, le diagramme de Tutti peut s'appliquer également, mais pas les mêmes concepts derrière avec cette phase d'initiation et cette phase de propagation de la corrosion, car ces matériaux fibreux ne corrodent pas du tout. Mais malgré ce fait, ils se dégradent quand même, et donc il peut tout à fait être intégré dans ce diagramme de Tutti avec des phases où les matériaux fibreux sont stables et ne se dégradent pas, et peut-être au bout d'un certain moment, dû à une absorption de l'humidité ou quelque chose comme ça, une propagation des dommages va être aussi présente pour ces matériaux fibreux. Alors
Alors, à présent, nous allons plonger dans les matériaux acier inoxydables utilisés pour les armatures d'acier. Alors, le point le plus important de ce webinaire, pour moi, ce serait déjà de dire qu'il y a un cahier technique qui existe de la SIA, le SIA 2029, qui régule l'utilisation des aciers inoxydables. Et donc, dans le cas d'une utilisation de ces aciers pour des bâtiments ou des ouvrages d'art, il faut absolument aller lire et faire référence à ce document. Et dans ce document, il y a déjà la définition de qu'est-ce qu'est un acier inoxydable. Et cette définition définit le groupe des aciers d'armature inoxydable comme toutes les sortes d'acier avec une teneur en chrome au minimum de 10,5% en masse. Et cette définition est donc utilisée ici aussi. Un autre point important pour les aciers inoxydables est leur façon d'être nommés, désignés. Et pour ceci, il existe une norme européenne que vous pouvez voir ici à droite, la norme EN 10027-1, qui définit le système de désignation des aciers, avec un exemple qu'on peut voir ici. Oups, désolé pour la petite typo. Avec un acier qui est nommé de façon commerciale avec le 1.4.3.6, 1.4362, et enfin une abréviation du matériau qui, elle, va comprendre quels sont les éléments d'alliage compris dans ce matériau, avec, pour cet exemple, du carbone, du chrome, du nickel et une certaine teneur en azote. Le but de ce webinaire, c'est pas de passer 1000 ans sur cette désignation des aciers, mais juste pour aller rapidement, ces aciers sont identifiés et désignés selon cette norme européenne, et ces aciers peuvent être désignés selon le type d'alliage ou la quantité d'alliage qui est utilisée, avec différents tableaux auxquels il faut référer selon la quantité d'éléments alliés qui se trouvent dans l'acier. Une remarque importante, c'est que des anciennes désignations, comme les désignations V2A ou V4A, sont obsolètes et ne sont pas claires, et elles sont ainsi, elles ne devraient être plus utilisées. Le but, c'est d'oublier ces anciennes désignations et d'utiliser celles qui ont été montrées juste dans la diapositive précédente. Enfin, pour plonger maintenant dans le cas de la résistance à la corrosion, la norme SIA 2029 définit une classification de la résistance à la corrosion qui va dépendre bien évidemment des matériaux d'alliage. Et ce nombre est totalement empirique. Il a été obtenu de façon totalement empirique. En anglais, si on veut y faire référence ou si vous voulez trouver plus de littérature, c'est le Pitting Resistance Equivalent Number, PREN. Dans la norme SIA 2029, également en français, c'est l'abréviation allemande qui est utilisée, WS pour Wirksumme, mais ça représente l'indice de résistance à la piqûration. Il est obtenu par la formule que vous pouvez voir ici, qui reprend les éléments d'alliage qui sont présents dans l'acier inoxydable, avec certains nombres multiplicateurs pour obtenir un chiffre d'indice de résistance à la piqûration. Les aciers, ensuite, selon cet indice de résistance à la piqûration, peuvent être rangés dans différentes classes de résistance à la corrosion. KVK, ici aussi le KVK est utilisé dans la version française d'après le mot allemand, Corrosion Widerstandsklasse, et des aciers avec différents indices de piqûration sont ensuite classés dans ces différentes classes de corrosion, avec par exemple les aciers de 0 à 9 qui ont une classe de résistance à la corrosion de 0, des aciers de 10 à 16 qui ont qui sont dans la classe 1, etc. etc. Différents types d'acier, évidemment, sont disponibles sur le marché, avec différents types de KVK, de classes de résistance à la corrosion. Et c'est évidemment selon la quantité en alliage, notamment en chrome, qui sont présentes dans ces alliés, qui vont définir leur indice de résistance à la piqûration et donc leur classe de résistance à la corrosion. La question maintenant, c'est de savoir quel acier doit-on utiliser dans quelle situation. Et pour ça aussi,
la norme SIA 2029 peut aider, avec les classes de résistance qui sont spécifiées sur les bases d'exposition de différents éléments d'ouvrage d'art, selon un tableau présent dans la norme SIA 262, et en fonction du type de béton qui est utilisé. Ce type de béton est défini aussi selon l'annexe E de la norme SIA 118 262. Et on peut voir que déjà, il y a 2 cas qui sont définis, avec des cas pour les bâtiments et le cas pour le génie civil. Et on peut voir que dans le cas où la carbonatation est peu probable, il n'y a pas de classe de résistance à la corrosion plus élevée qui est demandée, avec tous les zéros dans la 1, 2, 3, 4e colonne. Et enfin, dans le cas où une carbonatation est à attendre pour le bâtiment en question, il est possible, dans ces cas-là, selon l'exposition, il est recommandé, pardon, d'augmenter la classe de résistance à la corrosion de l'acier que l'on utilise. Enfin, un autre cas où il est recommandé d'utiliser des classes de résistance à la corrosion plus élevées, c'est le cas où il n'est pas possible d'assurer une couverture d'enrobage en accord avec la norme, et où celle-ci est réduite, et donc afin de compenser cet impact négatif sur la durabilité, il est recommandé d'utiliser des aciers avec une résistance à la corrosion plus élevée. Si on revient maintenant au cas où la couverture d'enrobage peut être respectée, le cas de la carbonatation est ici mentionné, car notamment avec les nouveaux types de ciment, il est sûrement envisageable que la carbonatation va arriver plus rapidement pour ces types de ciment par rapport au ciment classique, ciment 1. Et donc, pour compenser cela, il est recommandé aussi d'utiliser des aciers avec une classe de résistance à la corrosion plus élevée. Et pourquoi ceci? On va faire un petit détour par des bases, disons, plus scientifiques, plus fondamentales sur la corrosion par piqûre. Mais en gros, on peut voir ici sur la droite un diagramme de Pourbet, ou un diagramme potentiel pH, qu'on a aussi pu voir dans un webinaire précédent, si vous voulez le voir plus en détail. Et dans ces diagrammes de Pourbet se trouvent les zones de stabilité de différentes espèces. Ici, c'est des différentes espèces du fer qui sont représentées. Et ce diagramme de Pourbet spécifique représente également l'impact des chlorures sur l'acier. On peut voir les zones de passivité et les zones où la piquration va arriver, pitting. Et on peut voir aussi que au centre de cette diapositive, il y a des courbes de polarisation. Et on peut voir notamment, par exemple, au pH égale 13, que durant cette courbe de polarisation, il y a une longue phase où, quand le potentiel augmente, le courant qui est représenté sur l'axe X n'augmente pas. Ceci représente la passivité de l'acier. Durant toute cette phase-là, l'acier ne corrode pas, et c'est la raison pour laquelle l'acier peut être utilisé dans le béton, car il est alcalin à un pH très élevé de 13. Mais enfin, si on regarde lorsque le pH, la valeur de pH diminue, cette zone de passivité va être réduite avec un potentiel de piqûre qui correspond à l'instant où le courant augmente très fortement avec une faible augmentation du potentiel, et qui représente l'initiation de la corrosion par la piqûre. Et on voit bien que plus le pH diminue, plus cette zone de passivité est réduite, et donc plus il y a de risques d'avoir une corrosion par piqûre qui est initiée. C'est la raison pour laquelle, dans le tableau précédent ici, dans le cas d'un bâtiment où la carbonatation est à attendre, il est recommandé d'utiliser des aciers à une résistance à la corrosion plus élevée. Enfin, la norme fait également d'autres recommandations sur des cas particuliers dans lesquels l'utilisation d'un acier inoxydable avec une résistance à une corrosion accrue est à considérer. Ça a été déjà mentionné pour le tableau au-dessus avec le respect de l'enrobage d'armature qui ne peut pas être conforme à la norme. Il est également recommandé de l'utiliser dans les cas où une forte contamination au sel de déneigement est à attendre.
Par exemple, il y a ce qui est des joints de bétonnage où il est fortement possible qu'une grande quantité de chlorure pénètre jusqu'aux armatures. Il est également, recommandé d'utiliser ce genre d'acier inoxydable à résistance plus élevée dans le cas où une remise en état engendrerait des coûts élevés et ou des perturbations du trafic, ce qui est, si on extrapole un peu, plus ou moins tout le temps le cas dans mon opinion, mais ça reste, sûrement à réfléchir. Il est également recommandé d'utiliser ce genre d'acier avec, lorsque une qualité d'exécution n'est pas, facile et ne peut donc pas être assurée. Enfin, ça peut être également considéré pour des bordures ou des parapets qui sont nécessaires pour la sécurité structurale d'un tablier. Et enfin, il est également très important de considérer cette option dans le cas où un ouvrage n'est pas contrôlable, où il n'est pas possible, d'aller inspecter, l'état de cet ouvrage durant sa durée de vie. Ensuite, sur les, propriétés, qu'un acier d'armature inoxydable a, elles sont, à la base, exactement les mêmes, ou alors ce sont les mêmes, grandeurs qui sont utilisées, pour caractériser un acier d'armature, non allié, avec une limite d'élasticité, une résistance à la traction, et cetera, et cetera. Et ce qui s'ajoute pour les aciers d'armature inoxydables, c'est une résistance à la corrosion, qui est par définition plus élevée. Enfin, si on se penche un peu sur les propriétés mécaniques des 2 types d'acier, on voit que sur les diagrammes, déformation, contrainte, à droite, ils se comportent, un peu différemment, avec une forme différente, avec pour les aciers non alliés une limite d'élasticité très claire, heu, avec cette cassure dans la déformation par rapport à la contrainte. Tandis que pour l'acier inoxydable, il y a plus une forme arrondie, un peu comme une banane, qui entraîne une certaine difficulté à définir quelle est exactement cette limite d'élasticité pour un acier inoxydable. Mais, si, on réalise cette mesure, correctement, on se rend compte que, les limites d'élasticité des 2 matériaux sont, assez similaires. Enfin, ce qui concerne la ductilité, il est possible pour un acier inoxydable d'avoir une ductilité plus élevée que pour un acier, non allié, mais cela dépend évidemment du type d'alliage utilisé et aussi, des méthodes de formation, les process utilisés pour produire cet acier, allié, inoxydable. Mais, on voit que ces 2 matériaux sont assez similaires, dans leurs propriétés mécaniques, ce qui, rend l'utilisation de l'acier inoxydable plus aisée pour, le béton armé. Enfin, brièvement sur les propriétés thermiques, on peut voir que certains aciers, inoxydables ont des coefficients de dilatation thermique, assez différents, plus différents en tout cas que l'acier non allié par rapport au béton, ce qui entraîne, de plus grandes déformations et qui donc va altérer le l'adhérence entre l'acier et le béton dans le cas de variations de température. Enfin, en ce qui concerne l'aptitude au soudage, tous les aciers d'armature, qui ont été présentés jusqu'à maintenant sont en principe soudables et la soudure peut être, utilisée. Cependant, il faut essayer de les réduire au maximum car, les soudures sur des aciers inoxydables va entraîner des pertes de résistance à la corrosion. Avec ici, vous pouvez voir différents, exemples où, le soudage, la soudure a entraîné, des corrosions, avec par exemple un matériau, pas adapté utilisé pour la soudure ou alors des, sensitivations où, à cause de la soudure, on crée hem, des des carbures de chrome qui vont, entraîner une initiation de la corrosion plus précoce que pour un acier inoxydable qui n'a pas été soudé. Ceci est également représenté dans le tableau ici, avec, en bleu, les aciers où il n'y a pas de soudure et en jaune les aciers, où une soudure a été effectuée et on peut voir ici, de nouveau avec ce potentiel de piquration qui représente, la stabilité de 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 l'acier inoxydable, que lorsque une soudure a été effectuée, ce potentiel, de piquration, diminue aussi
ça peut être assez important pour des aciers avec un très grand indice de résistance à la piqûration. Donc, le conseil, c'est d'éviter des soudures si c'est possible. Si ça n'est pas possible, il est aussi important de remarquer qu'il y a des exigences de conception supplémentaires doivent être respectées, et elles sont visibles dans la norme SIA 2029 en section 7.2. Enfin, pour l'utilisation d'acier inoxydable, des essais initiaux et des contrôles continus lors de la production de ses propriétés mécaniques et de leur résistance à la corrosion doivent être effectués. En effet, c'est des matériaux qui sont moins connus que les aciers non alliés pour le cas du béton armé, et donc une prudence dans leur utilisation et une assurance de leur qualité est nécessaire. Ceci est fait par des essais initiaux qui sont réalisés par un laboratoire d'essais accrédité. Ensuite, il y a des essais de contrôle interne et externe pour assurer une performance sur le long terme de leur production. Et des contrôles peuvent être également effectués par les fournisseurs d'acier d'armature et la direction des travaux ou l'entreprise de construction lorsque ces matériaux sont utilisés sur le site. Enfin, une autre possibilité est d'utiliser un acier d'armature qui est listé dans le registre des aciers d'armature inoxydables. Ceci est visible dans la norme SIA 262. Et à ce jour, 2 aciers sont présents dans cette liste, avec 2 aciers top 12, top 12, qui sont produits par la société Steeltech et dans lesquels on peut voir les différentes caractéristiques que vous pouvez voir ici selon les différents numéros, avec par exemple le chiffre 4 qui représente leur classe de corrosion, de résistance à la corrosion, le KVK. Enfin, la norme SIA 2029 donne aussi des instructions sur l'exécution, comment réaliser les bâtiments avec des aciers d'armature inoxydables. Et pour ceci, il est important de noter qu'il y a une exigence d'avoir des outils qui sont également en acier inoxydable pour travailler les armatures d'acier inoxydable. Il est également important de noter qu'il faut éviter une contamination des aciers inoxydables par des aciers non alliés en séparant les deux sur le site. Il est également important de noter que le pliage de ces aciers est interdit sur le chantier. Enfin, tout ce qui est utilisé pour placer les barres d'armature inoxydables doit également être constitué de matériaux inoxydables. Et le transport, le stockage requiert aussi une séparation complète des aciers non alliés et des aciers inoxydables. Enfin, concernant le dernier point, il mentionne que l'utilisation d'armature mixte est tout à fait admise. Et on va voir maintenant pourquoi cela est totalement correct d'admettre ceci. On peut voir ici sur la gauche un béton dans lequel il y a seulement des aciers non alliés, et sur la droite, acier allié et non allié, avec l'acier inoxydable qui est représenté en vert. Lorsqu'il y a une exposition au chlorure, ceux-ci vont pénétrer dans le béton jusqu'à l'armature. Et lorsqu'une certaine quantité en chlorure est atteinte, la teneur critique en chlorure, initiation de la corrosion démarre avec une initiation localisée, avec une petite anode ici en rouge, qui va corroder rapidement grâce à la grande surface cathodique disponible ici en bleu, et à l'établissement d'une macrocellule dans lequel le courant cathodique supporte la corrosion qui se déroule dans l'anode. Si on utilise de l'acier inoxydable, ici on a mis une géométrie non favorable avec l'acier inoxydable qui n'est pas à la surface, ce qui n'est pas la situation favorite pour ce type d'acier. Mais dans ce cas-là, de nouveau, les chlorures vont pénétrer dans le béton jusqu'à initier la corrosion sur l'acier non allié. Mais dans le cas d'un acier inoxydable, ce qu'il est important de noter, c'est que la macrocellule va s'établir quand même, mais du fait que l'acier inoxydable est une cathode moins efficace, le courant cathodique produit par ces surfaces sera moins important, et donc
limitera légèrement la corrosion qui se déroule sur les anodes. Si maintenant on regarde le cas où dans la géométrie on a été malin et l'acier inoxydable a été placé à la surface, de nouveau on a la pénétration des chlorures, mais dans ce cas-là il faut plus de chlorure et plus de temps pour arriver à une initiation de la corrosion, et celle-ci peut être faite sur l'acier inoxydable ou bien sur l'acier non allié. Mais dans les deux cas, ça va prendre plus longtemps pour arriver, et une fois que ce sera établi, il y aura une efficacité cathodique plus faible sur les surfaces d'acier inoxydable. Enfin, pour illustrer cette différence en chiffres sur leur teneur critique en chlorure, on peut voir ici deux exemples de résultats, avec sur la gauche des résultats obtenus en laboratoire entre un acier non allié et un acier inoxydable, et on peut voir que la quantité critique, la teneur critique en chlorure nécessaire pour initier la corrosion sur les aciers inoxydables est plus élevée. Dans le cas d'une structure, cette différence est un peu plus faible, mais on peut de nouveau constater qu'une quantité en chlorure est plus importante pour initier la corrosion sur un acier inoxydable. Il est également possible d'utiliser ici une application sur Internet qui va calculer la durée de vie en fonction du type d'acier utilisé. Ici, entre B500B et l'acier top 12 qui est présent dans le registre des aciers inoxydables. Cette comparaison peut être faite grâce à l'application web OSIMA, qui a été développée par le groupe Swisssteel, et dans lequel il est possible de voir, de comprendre plus finement quelle différence dans la durée de vie va apporter l'utilisation d'un acier inoxydable par rapport à un acier classique. On peut voir ici, pour cet exemple, un acier non allié va apporter une durée de vie de 20 ans, tandis qu'un acier inoxydable augmentera la durée de vie de 100 ans environ. Enfin, ce qui est aussi important, c'est peut-être plus important maintenant, c'est aussi d'expliquer la comparaison des coûts du cycle de vie. Parce que l'utilisation d'un acier inoxydable, évidemment, ça va entraîner des coûts plus importants lors de la construction d'un pont ou de n'importe quel objet de construction. Mais dans le cas d'une utilisation d'un acier classique, et si on attend des corrosions de cet acier, il va falloir sûrement pendant cette durée de vie réaliser des travaux de maintenance, des travaux de réparation, et ceux-ci vont entraîner des coûts, avec les coûts évidemment de la maintenance elle-même, mais également les coûts causés par la perturbation du trafic, etc., etc. Et donc, lorsqu'on prend en compte le coût d'une construction, il ne faut pas s'arrêter au coût de construction, mais au coût du cycle de vie total. Et dans ces cas-là, l'acier inoxydable est très souvent très bénéfique, et il pourrait l'être encore plus lorsque de nouvelles normes de construction vont être mises en place, où il y aura des coûts à payer aussi, par exemple, dû à l'équivalent de CO2 utilisé pour construire tel ou tel élément de construction. Enfin, pour conclure sur les aciers inoxydables, on a vu que ce matériau avait un comportement très similaire à celui de l'armature d'acier non alliée, dans leurs propriétés mécaniques, leurs propriétés thermiques et dans leur adhérence avec le béton. Ces types d'acier sont également déjà représentés dans les normes. Il est donc très facile de les utiliser. Il suffit juste de respecter ces normes qui existent déjà. Enfin, grâce à ces aciers, on peut augmenter la durabilité, même si on augmente les coûts initiaux dus au fait qu'ils sont plus chers. Mais si on utilise une utilisation intelligente, avec par exemple l'utilisation d'acier inoxydable seulement pour la face exposée au chlorure, et que le reste, on utilise des aciers traditionnels, on limite cette augmentation des coûts. Et enfin, grâce à leur durabilité accrue, il est possible de sauver beaucoup
d'investissement dans la durée de vie totale d'un élément de construction. Et donc, leur application à grande échelle est déjà totalement possible par l'utilisation des normes, et elle peut être avantageuse dans certains cas. Maintenant qu'on a vu les aciers inoxydables, on va faire un bref aperçu des renforcements fibreux qui peuvent être utilisés également comme renfort de béton armé. Alors, la première question, c'est qu'est-ce que c'est un renforcement ou une armature fibreuse? En anglais, pour voir plus de littérature, c'est Fiber Reinforced Polymer, FRP, Reinforcement. Et ça consiste en fait d'un matériau composite dans lequel il y a une fibre, plutôt plein de fibres. Ces fibres peuvent être des fibres de verre, des fibres de carbone ou des fibres de basalte. Elles vont apporter au matériau leur solidité et leur rigidité. Ces fibres sont mises ensemble et gardées ensemble par un polymère, souvent une résine de type époxy, qui va protéger les fibres et qui va transférer les charges entre les différentes fibres pour qu'ils soient résistants. Ces matériaux en fibres renforcées ont plusieurs avantages, notamment une très grande résistance mécanique, notamment dans le sens des fibres, et ce, avec un poids plus faible, ce qui est donc très avantageux pour certaines industries, comme l'industrie automobile par exemple. Ces matériaux sont également résistants à la corrosion, ils ne corrodent pas, ce qui est très avantageux pour un domaine comme la construction. Ils ont également quelques désavantages, avec une rigidité qui est inférieure à celle de l'acier lorsque les forces sont appliquées non pas dans le sens des fibres, mais dans un autre sens. Il y a une rupture qui est fragile, contrairement au comportement plastique de l'acier qu'on a pu voir dans les diagrammes de contraintes déformation. Enfin, certains ont un coefficient de dilatation thermique plus différent du béton que les aciers mentionnés précédemment. Ils ont un prix qui est pour l'instant assez élevé, mais si on considère une utilisation plus élevée dans le futur et des améliorations dans leur production, cela pourrait devenir tout à fait compétitif avec les aciers déjà utilisés. Enfin, ils ont un recyclage qui est difficile, qui entraîne donc des coûts élevés. Et ils utilisent pour certains des matériaux synthétiques qui sont à base de pétrole, ce qui va un peu à l'encontre de la tendance actuelle avec une réduction des émissions de pétrole qui est souhaitée. Ils sont déjà utilisés, comme mentionné, dans différents domaines, comme l'automobile, dans le domaine ferroviaire ou dans le domaine des éoliens, par exemple, et également dans la construction. Maintenant, si on compare rapidement un béton armé et un béton armé par des fibres, des armatures fibreuses, le béton armé, c'est un matériau composite qui est composé juste de béton et d'acier. Il y a une grande expérience sur ces matériaux puisqu'ils sont utilisés depuis plus de 100 ans et donc leur durée de vie à long terme est déjà empiriquement assez bien connue. Dans le cas du béton renforcé par des armatures fibreuses, c'est également un matériau composite avec du béton et dedans une armature qui est elle-même un matériau composite, comme mentionné précédemment, avec des fibres entourées par une résine polymère. Et dans ce cas-là, pour l'instant, il est utilisé uniquement pour quelques projets pilotes qui ont un assez faible âge pour l'instant. C'est seulement des projets pilotes assez récents et donc la durabilité à très long terme est encore assez peu connue et avec peu de retours. Dans ces projets pilotes, ici, on peut mentionner notamment les projets menés par l'université de Dresde, qui a construit le premier bâtiment constitué de béton renforcé par des fibres de carbone. Avec ici, on peut voir des formes assez intéressantes en ce qui concerne l'architecture. Et donc, il existe plusieurs types de projets à travers le monde comme ceci qui utilisent des armatures avec des fibres. Enfin, si on regarde maintenant leur performance mécanique, ils sont assez différents des aciers traditionnels. On peut voir qu'ils ont des modules d'élasticité différents et également leur courbe de déformation contrainte est différente
avec une absence presque totale de ductilité. Et cela donc entraîne une utilisation qui doit être faite un peu différemment de celle qui est faite de l'acier traditionnel. Enfin, lorsqu'on se pense sur les méthodes de construction et comment utiliser ces renforcements fibreux, il est important de noter que la plupart de ces renforcements sont des barres tout à fait droites. Il n'est pas possible de donner une forme, enfin, il est possible de donner une forme à ces matériaux en usine. Ils ne peuvent pas être transformés plus tard sur site, dû à leur comportement mécanique, qui est vraiment très dépendant du sens des fibres. Mais ceci entraîne le fait que ces barres et le fait que les encoches dans ces matériaux ne sont pas aussi efficaces que sur le béton armé, ça entraîne que l'adhérence avec le béton n'est pas aussi bonne et donc tout le potentiel de leur résistance mécanique ne peut pas être actuellement utilisé efficacement dans les bétons. Une autre possibilité, c'est d'utiliser des renforts en fibre textile à maille fine, comme on peut voir ici sur la droite. Mais ceci entraîne un processus de construction plus complexe, avec un travail manuel pour placer ces fibres. Et un autre point, c'est qu'avec ce type de fibres, on utilise plutôt du mortier que du béton traditionnel, ce qui réduit l'utilisation d'agrégats et qui augmente donc l'utilisation de clinker, qui augmente donc les émissions d'équivalent CO2 si on veut utiliser ce genre de matériaux. Mais c'est aussi à voir avec le balancement. Peut-être grâce à ce type de matériaux, on utilise moins de béton, car on a besoin d'une couverture d'enrobage moins élevée. Enfin, un autre point, c'est la durabilité à long terme de ces matériaux. Pour l'instant, par expérience, il n'y en a pas vraiment dans la pratique, parce que ces matériaux sont très récents et sont utilisés très récemment dans des projets pilotes. Mais ce qui a été plutôt montré en laboratoire, c'est que si le carbone, le verre et le basalte sont très résistants, la matrice résineuse qui entoure ces résines reste encore avec beaucoup de questions ouvertes. Et des études ont été menées en laboratoire pour voir comment ils se comportaient avec des tests de vieillissement accéléré. Et certains tests ont montré que, notamment dû à l'absorption d'humidité, il pouvait y avoir des très fortes baisses de leur capacité mécanique. Et donc, ceci est à prendre en compte lorsqu'on veut les utiliser aussi dans les bétons. Il est donc nécessaire aujourd'hui de rester prudent avec leur utilisation, parce qu'on ne sait pas très bien quel va être l'impact des conditions d'exposition à très très long terme sur ces matériaux. Cependant, il est tout à fait possible d'imaginer l'utilisation de ces matériaux déjà dans quelques cas d'application possibles, avec par exemple des éléments qui peuvent être préfabriqués en usine et ensuite montés directement sur site. Ça peut être également l'utilisation de ce type de matériaux dans des zones moins sensibles d'un point de vue structurel. Mais évidemment, comme déjà mentionné, de nombreuses questions restent en suspens, avec une intégration efficace et donc économique. Ça ne doit pas devenir plus coûteux en main-d'œuvre que ce qu'on peut sauver en coût pour le matériau. Leur comportement sur la ductilité, leur comportement du fait de l'orientation des fibres et donc l'anisotropie de leur propriété mécanique est aussi à prendre en compte. La recyclabilité de ces matériaux dans le futur va être également importante dans l'évaluation de leur coût sur toute la durée de vie d'un élément de construction. Et comme déjà dit, la stabilité à long terme dans des conditions d'exposition réelles est encore une question ouverte. Donc pour le résumer tout ce webinaire, comme déjà dit, les renforcements fibreux sont évidemment plus différents que les armatures d'acier inoxydables des armatures d'acier classiques, avec des propriétés mécaniques différentes, une adhérence au béton qui est différente pour le moment. Ces matériaux n'ont aucun problème de corrosion.
Pour l'instant, ils entraînent quelques augmentations des coûts, mais ceci pourrait être balancé dans le futur par des optimisations sur la production et sur leur utilisation. Il reste encore des doutes sur leur utilisation à très long terme, mais il est quand même déjà possible d'imaginer des utilisations de ces matériaux, avec ici un exemple d'un document Astra 82023 où des renforts en fibre de basalte ont été utilisés à la surface d'un mur de soutènement. Avec ceci, je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Merci beaucoup.